Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue, lien en description, nous en étions restés à la fondation de Rome au 8e siècle, avec d'un côté le mythe de Romulus et de l'autre la réalité archéologique. Et bien aujourd'hui, je vous propose de reprendre exactement à l'endroit où nous nous étions arrêtés. Aujourd'hui, nous allons parler de la période dite de la Rome royale, qui d'après la tradition a vu se succéder 7 rois de 753 jusqu'à 509 avant Jésus-Christ. Comme pour la première vidéo, je vais d'abord vous raconter le mythe tel qu'il est rapporté par les sources antiques et on verra ensuite quelle est la réalité derrière ce mythe. C'est parti! Pour que le récit soit plus fluide, je vais essayer d'adopter un ton assez narratif. Mais gardez bien à l'esprit que tous les rois dont je vais parler dans cette partie n'ont probablement jamais existé. Il s'agit de la tradition littéraire antique qui est sans doute relativement fictive. On y reviendra dans la partie suivante. Et bien entendu, les représentations que vous verrez de ces rois sont toutes largement postérieures aux faits. Ainsi donc, dans la précédente vidéo, nous en étions restés à Romulus qui fonde la ville de Rome après avoir tué son frère Rémus. Après cela, Romulus va faire en sorte de peupler et de pérenniser sa ville. Bah oui, parce que c'est bien beau de fonder une ville, mais si elle disparaît quelques mois ou quelques années plus tard, ça vaut pas trop le coup. Pour cela, il va mettre en place des institutions largement empruntées aux Étrusques et se faire nommer roi. Pour peupler Rome, il met en place un asile sur le Capitole. Un homme libre ou même un esclave qui s'y rend devient citoyen romain. Il prend ensuite 100 de ses citoyens, les patresses, pour former un conseil. Mais après ça, il reste encore un problème, et un problème de taille. La ville manque de femmes. Il va donc inviter les familles des cités voisines à une fête, et plus particulièrement les familles issues du peuple des Sabins et de la ville de Caenina. Et durant cette fête, les jeunes Romains vont séduire et enlever les jeunes filles présentes pour en faire leurs épouses. C'est le fameux épisode légendaire de l'enlèvement des Sabines. Bien entendu, les familles de ces jeunes filles ne sont pas vraiment d'accord et vont entrer en guerre contre Rome. Romulus et l'armée romaine vont alors vaincre l'armée de Caenina et tuer leur roi Acron. Restent les Sabins menés par leur roi Titus Statius qui assiègent la citadelle du Capitole. Finalement, ce sont les Sabines qui vont s'interposer entre leur père Sabin et leur mari Romain, ce qui va conduire à l'union des deux peuples. On installe alors une double monarchie avec deux rois, Romulus et Titus Statius. Mais quelques années plus tard, comme de par hasard, Titus Statius va se faire assassiner et Romulus va rester seul roi de Rome. Après cela, Romulus va organiser le peuple en 30 curies et 3 centuries et mener de nouvelles guerres contre les cités étrusques, en particulier contre la cité de Véies, qui va devenir à partir de ce moment-là la principale rivale de Rome, et ce jusqu'au IVe siècle. Mais comme personne n'est éternel, Romulus finit par mourir en 715, soit à la suite d'un orage, soit assassiné par les patresses. Après sa mort, les patresses et le peuple vont choisir un Sabin pour lui succéder sur le trône, Numa Pompilius, un homme réputé pour sa piété et sa sagesse. Son règne dure de 715 à 672 et dans la tradition romaine, il est considéré comme le fondateur des institutions romaines. Il a entre autres établi les premières lois, posé les bases de ce que sont les bonnes mœurs romaines, mis au point le calendrier et institué les sacerdoces et les collèges religieux. C'est le seul roi qui n'a pas fait la guerre et à sa mort en 672, c'est un roi un peu plus belliqueux qui va monter sur le trône, Tullus Hostilius. Alors lui, c'est tout le contraire de son prédécesseur. Il va passer son temps à faire la guerre. Rien que son nom déjà, Hostilius, ne rend pas forcément l'image d'un homme de paix. Il est d'ailleurs réputé pour sa brutalité et son agressivité. On lui prête 3 guerres principales. La première est la guerre contre la cité d'Albe. Tite-Live compare ce conflit à une guerre civile car dans la tradition romaine, les peuples de Rome et d'Albe sont très liés. Pour rappel, Albe est la cité fondée par Ascagne, le fils d'Énée,
et on peut aussi la considérer comme l'ancienne métropole dont dépendait Rome, même si évidemment le terme de métropole est anachronique. Mais ce conflit n'est pas un conflit classique puisque Tullus Hostilius et le dictateur d'Albe, Metius Fufetius, s'entendent pour régler la guerre par un duel. Chaque cité doit choisir 3 frères qui vont s'affronter en duel. Rome choisit les frères Horace et Albe les frères Curias. Et bien évidemment, ce sont les Horaces qui vont gagner. Mais Metius n'a pas envie de se soumettre à Rome et va commencer à comploter avec les cités de Véies et de Fidène. Cela va déboucher sur une seconde guerre entre Rome et les cités étrusques alliées à Metius. Cette guerre est à nouveau remportée par Rome, mais visiblement c'était violent. Tite-Live nous dit sur cette guerre que dans aucune bataille, les Romains n'avaient encore versé tant de sang ennemi. Finalement, Metius est écartelé et Rome annexe Albe. Bah oui, rien de tel qu'un bon écartèlement pour régler un problème de façon définitive. Un dernier conflit a ensuite lieu contre les Sabins, un conflit là encore remporté par Rome. Hostilius construit également un palais sur le mont Caelius et finit par mourir en 641, foudroyé par Jupiter. Le 4e roi qui succède à Hostilius est Ancus Marcius, qui règne de 641 à 617. Il est le petit-fils du 2e roi de Rome, Numa Pompilius, le roi qui était pacifique. Bon, par contre, contrairement à son grand-père, lui, il va pas mal faire la guerre. Je vous passe le détail de ces conflits parce que c'est pas forcément hyper intéressant ou pertinent, mais il a conquis plusieurs cités latines et a aussi pas mal fait la guerre à Véies, comme d'ailleurs à peu près tous les rois de Rome. Il prend aussi le contrôle de la colline du Janicule sur la rive droite du Tibre et fait d'ailleurs construire le pont Sublicius afin de relier les 2 rives du Tibre. Il fonde aussi la ville d'Ostie qui va servir de port maritime à la ville de Rome. À sa mort, en 617, le pouvoir est confié à son lieutenant Lucumon, d'origine étrusque, qui va régner sous le nom de Tarquin l'Ancien. Tarquin l'Ancien règne de 616 à 578 et est donc le 5e roi de Rome, mais aussi le premier roi d'origine étrusque. La famille de Tarquin vient de loin puisque son père, Démarate, avait fui la cité de Corinthe pour échapper à son tyran. Ils se sont ensuite installés dans la cité étrusque de Tarquinia. Mais Tarquin l'Ancien ne supportait pas de ne pas être un citoyen à part entière à Tarquinia, et c'est la raison pour laquelle il émigre à Rome. Et ça lui réussit plutôt bien puisqu'il finit par devenir lieutenant du roi, et finalement roi. Lui aussi c'est un roi guerrier et il fait la guerre contre à peu près tous ses voisins, les Sabins, les Latins et les Étrusques. Il utilise le butin de ses guerres pour construire un certain nombre de monuments et d'infrastructures dans la ville de Rome. Il fait par exemple construire un mur d'enceinte, un réseau d'égouts, un véritable forum, un champ de course et même un temple sur le Capitole. Tarquin finit par mourir en 578 et sa veuve choisit un jeune homme de la cour, Servius Tullius, pour lui succéder. Le 6e roi de Rome règne de 578 à 534. Servius Tullius ne sort pas non plus de nulle part puisqu'il avait épousé la fille de Tarquin l'Ancien. Il n'y a pas de transmission héréditaire du pouvoir dans la royauté romaine, mais comme vous le voyez, on reste quand même entre proches parents. Bref, sans grande surprise, Servius Tullius est un roi guerrier, et comme ses prédécesseurs, il va faire la guerre à Véies. Mais c'est aussi un grand réformateur et un grand bâtisseur. Il fait construire un temple de Diane sur l'Aventin, ainsi qu'un mur tout autour de la ville. Il s'agit de la fameuse muraille servienne, dont on peut encore voir les vestiges aujourd'hui. Il a aussi complètement réorganisé le corps civique en divisant la ville en 4 tribus et en répartissant l'ensemble des citoyens dans différentes classes censitaires, en fonction de leurs revenus. Malheureusement pour lui, son règne va se terminer de façon assez tragique. Lucius Tarquin, dont on nous dit qu'il est le fils de Tarquin l'Ancien, mais qui au vu des dates est plus certainement son petit-fils, est aussi le gendre de Servius Tullius. Bref, ce Lucius Tarquin entretenait une relation adultère avec sa belle-sœur, la femme de son frère, qui était aussi la 2e fille du roi. Et cette belle-sœur aurait poussé Lucius Tarquin à assassiner le roi et à prendre sa place. Ce que Lucius Tarquin va faire en 534 et ainsi devenir le 7e roi de Rome. Il va prendre le nom de Tarquin le Superbe, pas parce qu'il est particulièrement beau, mais à cause de son orgueil. Et son règne, qui va durer jusqu'en 509, se révèle tyrannique. Il va faire la guerre à tous ses voisins, encore plus que ses prédécesseurs, dans le but de les soumettre. Et il va d'ailleurs sortir victorieux de tous ces conflits.
Cela aurait dû le rendre populaire car à Rome, une victoire militaire est particulièrement valorisée et valorisante. Mais pourtant, il est détesté de tous et son règne est décrit comme particulièrement tyrannique. Déjà, il arrive au pouvoir par un crime, ce qui n'est pas franchement de bon augure. Ensuite, il refuse qu'on ensevelisse correctement Servius Tullius et fait assassiner tous les sénateurs qui ont soutenu le précédent roi. Il est aussi très dur avec ses sujets et les accable de travail pour qu'il termine les grands travaux entamés par son prédécesseur. Pour résumer, je vais citer Tite-Live. C'est par un coup de force, en effet, qu'il avait acquis le pouvoir, sans passer par les suffrages populaires ou l'avis du Sénat. Il ne pouvait pas davantage espérer l'amour de ses sujets et ne devait compter que sur la terreur pour asseoir son autorité. Pour augmenter son effet, il instruisait seul et sans consulter personne les causes capitales. Sous ce prétexte, il tuait, envoyait en exil, condamnait à la confiscation des biens les suspects, ses ennemis ou même ceux dont il n'avait rien à attendre que les dépouilles. Vous l'aurez compris, un roi donc très sympathique. Finalement, en 509, il est chassé du pouvoir à la suite d'une révolution de palais qui va se transformer en révolte populaire. Mais je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Voilà donc pour le long roman historique de la royauté romaine, avec son lot d'incohérences et d'inventions. Mais là encore, comme pour le récit de la fondation de Rome, tout n'est pas à jeter. Ce récit mythique des rois de Rome nous est principalement connu par Tite-Live et Denis d'Halicarnasse, qui écrivent à partir de compilateurs du 4e ou 3e siècle comme Fabius Pictor. Les principales sources utilisées par Tite-Live et Denis d'Halicarnasse ont donc été écrites plusieurs siècles après les événements, ce qui suffit pour les remettre en question. La durée de règne de ces rois pose aussi problème. Ces 7 rois auraient eu des règnes particulièrement longs, de 25 ans pour le plus court à 43 ans pour le plus long, ce qui semble totalement improbable surtout pour l'époque. Les rois de Rome ont en réalité été beaucoup plus nombreux que ce que la tradition nous rapporte. En fait, ce récit des 7 rois de Rome sert à combler l'espace entre la fondation de Rome en 753 et la République romaine en 509. Cette période de 245 ans correspond à 7 générations de 35 ans. Les analystes de l'époque ont donc choisi 7 rois pour incarner ces 7 générations. Le récit de ces rois, en particulier les 4 premiers, est donc complètement fictif. Certains de ces rois ont peut-être existé, mais ils n'ont certainement pas régné aussi longtemps. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'autres rois dont nous ignorons totalement le nom et dont la mémoire est certainement perdue à jamais. Mais malgré tout, on voit bien que certaines constructions, certaines conquêtes ou certaines réformes que les auteurs antiques attribuent à ces rois mythiques ont bien eu lieu dans la réalité. Le meilleur exemple est la muraille servienne, dont on nous dit qu'elle a été construite par Servius Tullius et que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Il semblerait que même si ces rois n'ont pas existé, une bonne partie des réformes des constructions et des guerres qu'on leur attribue se sont effectivement déroulées. Ces récits conservent de très nombreux échos de situations et d'événements réels et il ne faut donc pas les rejeter en bloc. On va maintenant parler un peu plus de la réalité avec d'abord les institutions romaines et l'organisation de la cité. D'ailleurs, pour les institutions, je vous invite à visionner la vidéo que j'avais faite sur le sujet, lien en description. Car la société romaine est une société particulièrement conservatrice et certaines institutions qui ont été créées lors de la royauté romaine existaient toujours à la fin de la République. Même si ces institutions ont évolué, 7 siècles plus tard, elles sont toujours présentes. Voyons plus en détail comment fonctionnait la royauté romaine. Revenons au 8e siècle pour voir un peu plus concrètement comment fonctionnait cette royauté. La fonction de roi est créée lors du synocisme, qui pour rappel est la réunion de plusieurs hameaux en une seule et même cité, Rome. Les chefs des familles les plus importantes, les patresses, choisissent alors celui qui sera leur rex, le roi. Une fois ce choix fait, l'assemblée des citoyens, les comites curiates, votent pour valider ou non le choix des patresses.
Et à la mort du roi, le pouvoir revenait dans les mains des patresses qui exerçaient à tour de rôle la fonction d'inter-roi pour une durée de 5 jours, jusqu'à ce qu'un nouveau roi soit nommé. Il n'y a donc pas de principe d'hérédité dans la royauté romaine. Le roi est choisi à la suite d'un accord entre les patresses et le peuple. Le roi a entre autres des prérogatives religieuses très importantes. Il est considéré comme l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Il est également la source et le garant du droit. Les premières lois de Rome sont des décisions royales. C'est aussi lui qui, avec le pontife, établit le calendrier en répartissant par exemple les jours entre les jours fastes et les jours néfastes. Enfin, c'est aussi le roi qui conduit les armées romaines à la guerre. Il est pour cela accompagné d'un maître de cavalerie, une sorte de premier lieutenant, et en son absence, c'est le préfet de la ville qui va gouverner Rome. Ces deux fonctions sont d'ailleurs présentes jusqu'à la fin de la République. Pour toutes les autres affaires, le roi gouverne avec les patresses réunies en une assemblée qui deviendra par la suite le Sénat. En ce qui concerne le reste de la population, les Romains sont divisés en 3 tribus, elles-mêmes subdivisées en 10 curies. Ces tribus et ces curies servent de base au recrutement de l'armée. Chaque tribu doit fournir 100 cavaliers et 1000 fantassins, ce qui fait que l'armée romaine compte un total théorique de 300 cavaliers et 3000 fantassins. Et ce nombre théorique de soldats fait de Rome l'une des principales puissances militaires de la péninsule italienne. Comme je vous l'ai dit, les citoyens romains sont également répartis en 10 curies. Ces 10 curies correspondent aux hameaux qui étaient là avant la fondation de Rome et qui ont ensuite fusionné pour donner Rome. Ces curies servaient de base à l'assemblée du peuple, les comices curiates dont on a déjà parlé précédemment. Cette nouvelle communauté qu'est Rome se base donc sur des répartitions plus anciennes, que ce soit les familles ou les curies, afin de former des institutions. Il en va de même pour la religion, où chaque famille honore ses propres divinités, même s'il existait un socle commun. Avec l'émergence de Rome, de nouveaux cultes vont aussi apparaître, comme le culte de Vesta, dont le feu sacré symbolise l'existence de l'État romain. On institue aussi les augures chargés de consulter la volonté des dieux et les pontifes qui assistent le roi lors des cérémonies religieuses. Au final, la fondation de Rome et ses premières institutions sont très liées. Après le cynocisme qui a fondé la ville de Rome, la fonction de roi a probablement été créée pour arbitrer les différents conflits de pouvoir entre les grandes familles et ainsi assurer l'unité de la nouvelle cité. La période de la royauté romaine a permis à l'État romain non seulement de naître, mais aussi de s'affirmer. Dès le 7e siècle, Rome s'étend sur environ 280 hectares, soit le double des cités voisines. À titre de comparaison, Véies s'étend sur environ 185 hectares. Et ce n'est que le début, puisqu'au 6e siècle, la surface de Rome va doubler pour atteindre 426 hectares. Les raisons de cette croissance fulgurante sont multiples et c'est ce dont on va parler dans cette partie. Comme on l'a vu, les sources antiques nous parlent d'une série de conquêtes à cette époque, sous les règnes de Tullus Hostilius et de Ancus Marcius. Ces conquêtes sont totalement réelles et expliquent en grande partie la croissance de la ville. Car dans la seconde moitié du 7e siècle, le territoire de Rome connaît une forte expansion. Vers le nord tout d'abord, avec la prise de contrôle de Fidène, mais surtout vers le sud, avec la conquête de petites villes comme Télénae. En gros, Rome prend le contrôle de la quasi-totalité de la rive droite du Tibre, de Fidène jusqu'à l'embouchure du fleuve. Comme nous le rapportent les textes, le pont Sublicius est construit sur le fleuve à cette époque. La construction d'un pont était devenue indispensable pour pouvoir exploiter ces nouvelles conquêtes et se développer vers le littoral. Cela va permettre à Rome d'avoir un accès sûr et permanent à la mer et de construire le port d'Ostie. En plus des conquêtes territoriales, Rome n'hésite pas à déporter les populations vaincues afin d'augmenter sa propre démographie. Cela est particulièrement vrai avec les Latins, qui partagent une culture commune avec les Romains et sont donc beaucoup plus facilement assimilables. Cela permet à Rome de conserver en permanence une supériorité numérique sur ses voisins, et cela évite aussi que les villages vaincus ne se révoltent. Cette expansion fulgurante de Rome va aussi entraîner un essor économique très important pour la cité. L'exploitation agricole de la campagne romaine, particulièrement riche, va s'intensifier et on voit se multiplier les fermes et les petits établissements ruraux. Les Romains cultivent les vignes et les oliviers
mais ils mettent aussi en place tout un réseau de fermes pour produire des céréales et développer l'élevage. À côté de cela, la plupart des Romains vivent dans la ville, même si ce sont presque tous des paysans. En général, ils possèdent un bout de terrain d'environ un demi-hectare qu'ils cultivent en dehors de la ville. Et dans l'espace urbain, la plupart des cabanes d'habitation gardent en général un espace clos dans lequel sont parqués quelques animaux d'élevage, souvent des cochons parce qu'ils sont plus faciles à élever et qu'ils se nourrissent de déchets. Cette organisation standard permettait à un paysan de nourrir une famille de 4 personnes. Enfin, la ville va s'aménager et s'urbaniser avec la construction d'infrastructures et de monuments. Durant cette période, et pour la première fois dans l'histoire de Rome, des bâtiments sont construits en pierre taillée avec un toit en tuiles. C'est par exemple de cette façon qu'est construite au 7e siècle la résidence royale. On construit aussi plusieurs bâtiments religieux et certaines rues commencent à être pavées. La ville se dote également d'un véritable forum qui va être le cœur d'activité de la cité. Mais toutes ces constructions restent quand même fragiles et tout n'est pas en pierre. Vers 640 par exemple, une crue du Tibre va détruire le forum et ravager une partie de la ville. Les zones les plus en hauteur, comme la colline du Palatin, restent les zones de la ville les plus densément peuplées. Mis à part pour quelques riches familles qui construisent en pierre, les habitations restent en bois et en argile. Le résultat de toutes ces évolutions, c'est la Rome du 6e siècle, qu'on appelle parfois la Rome des Tarquins. Rome est déjà une cité importante et prospère au 7e siècle, mais c'est au 6e siècle qu'elle va renforcer sa puissance territoriale. On appelle cette période la Rome des Tarquins, car d'après la tradition, 3 rois étrusques se sont succédés sur le trône, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. Mais concrètement, que s'est-il passé au 6e siècle ? Eh bien déjà, l'archéologie nous a prouvé que tout un programme de grands travaux a été lancé au 6e siècle, un peu dans la continuité des premiers aménagements qui ont eu lieu au siècle précédent. Le forum est réaménagé, de nouveaux temples sont construits et le palais royal est agrandi. C'est aussi à cette époque que Rome se dote de tout un réseau d'égouts, le Cloaca Maxima, dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. D'autres grandes infrastructures, davantage liées aux loisirs, voient aussi le jour, comme le grand hippodrome, construit dans la vallée qui sépare l'Aventin du Palatin. Enfin, Rome va se doter d'une muraille de pierre, la fameuse muraille servienne. Et encore plus que pour les égouts, des vestiges de cette muraille sont encore visibles aujourd'hui. Cette muraille entoure ce que l'on appelle le Pomerium, qui est la limite sacrée de la ville, qui sépare l'Urbs, la ville de Rome, et l'Ager, son territoire alentour. D'un point de vue plus administratif, le 6e siècle est marqué par la réforme servienne que la tradition attribue à Servius Tullius. Cette réforme comprend plusieurs facettes. Elle va d'abord revoir l'organisation des 3 tribus, désorganisées et surpeuplées, mais surtout revoir l'organisation censitaire des citoyens, afin d'intégrer les nouveaux citoyens, notamment à l'armée. Ces nouveaux citoyens sont ceux qui sont passés sous domination romaine à la suite des conquêtes du 7e siècle. C'est aussi à cette époque que serait apparu le système de centurie, mais cela n'est pas certain, et c'est peut-être seulement apparu le siècle suivant. Ce sont les conquêtes du 7e siècle et la croissance démographique qui en a suivi qui ont rendu ces réformes nécessaires. Au milieu du 6e siècle, Rome compte 40 000 à 80 000 habitants, ce qui est considérable pour l'époque. La ville rencontre aussi quelques problèmes, notamment avec les patresses, qui deviennent de plus en plus puissants au fur et à mesure que la ville devient de plus en plus grande. Car si la démographie de Rome augmente, le nombre de patresses, lui, n'augmente pas, puisqu'il s'agit des plus anciennes familles de la ville. C'est donc une société assez inégalitaire qui va se mettre en place, où, par exemple, les plus pauvres sont exclus de l'armée car ils ne peuvent pas se payer leur équipement militaire. D'ailleurs, le pouvoir et la richesse des patresses vont faire que l'armée romaine est plus une sorte d'armée privée financée par les patresses. Les rois vont tenter d'augmenter le nombre de patresses afin de réduire leur pouvoir, mais sans vraiment de succès. Mais malgré ces difficultés internes, avec les conquêtes du 7e siècle et les réformes du 6e siècle, Rome est devenue en un siècle et demi la plus grande ville d'Italie et l'une des principales cités du monde méditerranéen.
Avec ce statut, Rome va tenter à plusieurs reprises de prendre la tête d'une sorte de Ligue latine, un regroupement des cités latines, sous son autorité. Mais cela ne va pas vraiment fonctionner, il faut bien le dire. Loin de se focaliser sur le Latium, Rome va aussi s'ouvrir au monde méditerranéen grâce à l'embouchure du Tibre et au port d'Ostie. Elle va d'abord tisser des liens avec une nouvelle cité grecque, Massalia, qui va d'ailleurs demeurer une fidèle alliée de Rome jusqu'à l'époque de César. Rome développe aussi son commerce avec d'autres grandes cités méditerranéennes, comme Carthage, avec qui elle conclut plusieurs traités commerciaux. Mais malgré tout, Rome n'est pas un cas isolé. Si l'on remonte à la fondation, les cités d'Athènes et de Sparte se sont formées de la même façon que Rome, par l'union ou le regroupement de plusieurs petits villages. Et par la suite, l'évolution de Rome sera là encore similaire à l'évolution des autres grandes cités antiques. Les institutions de Rome ne sont pas sans rappeler les institutions de d'autres cités. Pour rappel, à Rome, le roi gouverne avec l'assemblée des patres, qui est un peu un conseil de sages. C'est un mode de gouvernement qui n'est pas sans rappeler la boulée athénienne ou la gerousia à Sparte. Au niveau des réformes également, la réforme servienne à Rome fait fortement penser à la réforme de Solon à Athènes à peu près à la même époque. Et enfin, il y a aussi l'évolution d'un régime monarchique vers un régime tyrannique qui va conduire à la fin de la royauté romaine. Et bien là encore, les cités voisines de Rome, comme Véies, vont mettre en place un système monarchique qui va peu à peu dériver en tyrannie. Et pour reprendre la comparaison avec Athènes, le tyran Pisistrate offre un parallèle parfait avec ce qui se passe à Rome. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui on date l'avènement de la tyrannie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Rome est incontestablement une cité d'importance, mais au VIe siècle, son évolution reste assez similaire aux autres grosses cités antiques de l'époque. La période de la royauté romaine a incontestablement donné un bon départ à Rome, mais tout n'est pas encore acquis pour autant, comme on va le voir dans la prochaine vidéo en évoquant les troubles qui auront lieu à la fin du VIe siècle. Mais pour l'instant, il est temps de conclure sur cette royauté. La période de la royauté est la période où Rome va mettre en place ce qui sera la base de la cité pour les siècles suivants. Cette émergence dure 3 siècles du 8e au 6e siècle et comme on l'a vu, on peut découper cette émergence en 2 phases principales. La première période lors des 8e et 7e siècles, au cours de laquelle Rome va mener ses premières conquêtes et se structurer. Et la seconde au 6e siècle, où Rome va utiliser les acquis des 2 siècles précédents pour devenir une puissance régionale incontournable. Si Rome ne se distingue pas particulièrement des autres grosses cités antiques de l'époque, elle est incontestablement bien partie pour continuer à se développer et peser dans les siècles à venir. Mais si la ville est solide, elle connaît aussi des difficultés comme la dérive tyrannique du pouvoir à la fin du VIe siècle. À tel point que ces problèmes vont conduire à une révolution et à un changement de l'organisation politique de la cité, en expulsant par exemple le roi de la ville. De cela va naître la période que l'on appelle aujourd'hui la République romaine. Et ça tombe bien parce que c'est justement de cela qu'il sera question dans la 3e et dernière vidéo consacrée aux origines de Rome. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette 2e vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter et liker la vidéo afin de soutenir mon travail. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater cette 3e vidéo donc sur la fin de la royauté romaine. Je vous dis à dans 2 semaines pour cette dernière vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.